Donc, je suis Christian Fauré, je suis donc membre d'Ars Industrialis, du conseil d'administration, et je suis par ailleurs directeur associé d'un cabinet de conseil dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies et le numérique. Je vais essayer de vous présenter les enjeux de ces 4 T là. Transport, transfert, transaction et territoire. Alors, je vais commencer. Je rajouter un 5e, terreur. Terreur. J'ai pas compris pourquoi. Ah non, mais... Ah, terreur, d'accord. Terreur. Non, je vais pas vous faire peur, même si j'aime ça. D'abord, je vais commencer par Hollywood, sur les quais d'Elia Kazan, qui, à la fin des années 50, en fait, donne une certaine représentation de ce qu'est le transport maritime. Peut-être vous vous souvenez de ce film, si vous l'avez vu. Quelque chose qui est détonnant dans cette affiche, c'est qu'au final, on est dans les transports, mais il n'y a aucune marchandise. Il y a une classe sociale, il y a des dockers, il y a de l'amour, il y a de la bagarre, il y a des bateaux, mais il n'y a pas de marchandise. Si vous voyez un port aujourd'hui, ça ressemble peut-être plutôt à ça. C'est un peu moins poétique peut-être. En même temps, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Le processus que l'on présente souvent, qui est le processus de mondialisation ou de globalisation, n'intervient vraiment qu'à partir du moment où ces containers-là sont standardisés. Mark Levinson, qui est un économiste américain, a consacré, il n'y a pas longtemps, en 2007, un petit livre à l'histoire de cette containerisation du monde dans cet ouvrage que vous avez à gauche en anglais et à droite dans sa traduction en français. Et il s'étonnait de l'intérêt, du désintérêt plutôt, des économistes et de l'économie industrielle d'une manière générale à cette question du conteneur. Je le cite. Curieusement, nous dit-il, le conteneur a été négligé. Il n'a ni moteur, ni roue, ni voile. Il ne fascine pas ceux qui sont intéressés par les révolutions technologiques, parce qu'une boîte en métal, ça ne fait pas forcément rêver. Il lui manque un certain panache pour attirer l'attention des férus d'innovation technologique. Un demi-siècle après son apparition, donc, fait-il le constat, il n'y a aucune histoire générale de l'évolution de la containerisation du monde, alors que, bien évidemment, vous me voyez venir, sa thèse, c'est que la globalisation dont on parle, le fait que je puisse acheter mes cerises en hiver, etc., l'économie globale, ce n'est possible que s'il y a cette standardisation qui intervient via le conteneur. Cette standardisation va quand même permettre, excusez-moi du peu, de réduire parfois les facteurs de transport de 90% du coût global, avant, donc, l'apparition du conteneur. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'automatiser tout le travail en amont, lors du chargement, en aval, sur les camions, etc. Et donc quand on parle aujourd'hui concrètement de la globalisation, de la mondialisation, ce n'est possible que parce qu'il y a eu cette révolution technique, parce que c'est une révolution technique, même si elle n'est pas très compliquée d'un point de vue technologique, dans le secteur du transport. À partir des années 70, cause de la mondialisation qui s'est faite grâce aux conteneurs, toutes les entreprises ont abandonné les logiques d'intégration. C'est-à-dire il fallait à la fois avoir la matière première, la transformer, la produire, la commercialiser, etc., être présent sur toute la chaîne de valeur avec des gros conglomérats. Dès les années 70, c'est les logiques de désintégration qui ont commencé à primer. Et vous avez peut-être en tête la citation du patron d'Alcatel de l'époque qui rêvait d'une entreprise sans usine. C'était la conséquence, le délire, finalement, le délire de cette situation. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y avait la conteneurisation, il y a eu toute la relocalisation de la production qui s'est faite dans de nouveaux pays. Et c'est également à ce moment-là que les entreprises ont commencé à basculer dans la logique de leur financiarisation. Où les actionnaires sont devenus beaucoup plus importants dans la même mise qu'ils avaient sur l'entreprise que les parties prenantes, les salariés, etc., y compris le management. Et c'est à ce moment-là que le top management a basculé du côté des actionnaires.
c'est à ce moment-là qu'a émergé aussi l'industrie japonaise, avec un modèle bien particulier, où on est passé précisément dans les années 70 du Fordisme, qu'on a évoqué tout à l'heure, au Toyotisme, dans le niveau industriel. Parce que le Toyotisme, c'est bien évidemment ce qu'on appelle le lean manufacturing, lean signifiant maigre, c'est-à-dire peu de stock, diminuer au maximum les stocks, avoir une logique de flux dans la production. Et bien évidemment, si on a une logique de flux et qu'on a des différents partenaires industriels qui doivent nous livrer le produit au bon moment, à la bonne heure et au bon endroit. Et c'est possible parce qu'il y a toute cette conteneurisation. Donc on a des effets qu'on a appelés zéro stock, juste à temps, toutes ces logiques industrielles qu'on apprend dans toutes les écoles aujourd'hui, les écoles de management ou de commerce. L'enjeu, bien évidemment, c'est de faire disparaître les stocks, tout en globalisant la production. Ça, c'est une évolution très rapide des industries de transport qui ont transformé toute l'économie. Dans des groupes de travail au sein d'Ars Industrialis, que nous avons consacrés aux technologies relationnelles, nous avons fait la distinction, que tout le monde ne fait pas encore, que j'espère vous serez capable de faire à l'issue de cette petite présentation, entre les industries de transport, celles que je viens d'évoquer à l'instant, et les industries de transfert. Quand vous utilisez le web c'est un standard qui s'appelle HTTP, qui signifie Hypertext Transfer Protocol. Si vous utilisez le mail, derrière, le protocole technique, c'est SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Si vous voulez envoyer des fichiers, le protocole, c'est FTP, File Transfer Protocol. Tout ce qui nous disrupte, qui a changé quand on parle du numérique, de l'Internet, des GAFA, etc., ce sont des industriels du transfert, qui ne sont pas des industriels du transport. Si vous voulez comprendre la guerre qui s'est passée entre les opérateurs télécoms, dont Orange, mais tous les opérateurs télécoms nationaux, Deutsche Telekom, y compris Verizon, AT&T aux États-Unis, il y a quelques années, tous les patrons des opérateurs télécoms ont dit les Google, les Facebook, vous passerez plus par mes tuyaux, il va falloir payer parce que c'est plus possible. Moi, je suis un opérateur télécom, ils opèrent du transport. Alors que ces acteurs arrivaient là un peu comme des parasites sur des infrastructures existantes pour rafler le gâteau, parce que c'était des industriels du transfert. Ce qui distingue ces industriels du transfert du transport, c'est que eux, contrairement à l'industrie du transport qui a été révolutionnée par les conteneurs, ils adorent les stocks. Leur stock, c'est les data, qu'ils récupèrent et qu'ils stockent jusqu'à arriver à ces fameuses big data. Donc il y a un rapport de Michael Mandel, publié en 2012, là, qui s'intéressait précisément, qui soulignait ce fait que toutes les statistiques, les institutions qui font des statistiques sur l'économie, ne s'attachent qu'à regarder deux choses, les biens et les services, en oubliant bien évidemment les data, ce qui aujourd'hui devient presque majoritaire quand on parle de l'économie, on ne parle que de l'économie des data aujourd'hui. Mais encore, les institutions ne les voient pas. C'est le retard dont parlait Bernard, le retard à l'allumage des politiques, des lois, de la fiscalité. Puisque ce que le rapport Collin, qui citait d'ailleurs ce rapport, nous l'avons cité 2 fois ce rapport, mais lisez-le, si vous ne l'avez pas lu. La puissance publique sur les questions technologiques a produit peut-être 2 rapports intéressants, le rapport Nora et Menck qui remonte quand même aux années 70, et celui de fiscalité numérique qui a été publié, donc s'il y en a 2 à lire, il y en a un qui est sorti il y a 2-3 ans. On peut lui reprocher certaines choses, mais en tout cas il est très intéressant pour sensibiliser le politique d'une manière générale à ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est que ces industriels du transfert, que sont les GAFA, une des particularités du transfert, c'est que vous pouvez opérer à distance. Et comme vous opérez à distance, vous n'êtes pas obligé d'avoir un établissement stable et durable, etc., comme le dit la loi, et donc vous n'êtes pas soumis à la même fiscalité que l'opérateur de transport. Parce que je peux vous dire que quand France Télécom tire ses lignes et est installé sur le territoire, les taxes, il ne va pas y couper. Alors que Google, non. Capter les données, va les valoriser avec des jeux de fiscalité. Donc ces acteurs du transfert qui opèrent sur les data sont en dehors des grilles de lecture que nous avons.
Maintenant, elles sont dans les médias, mais elles ne sont toujours pas dans la loi, dans les faits, dans la fiscalité. C'est ce retard qu'il nous faut combler. Et pour le combler, la première des choses, c'est d'être capable de faire cette distinction entre industrie de transport et industrie de transfert. Alors, la petite chose marrante, c'est que il y a un ingénieur français qui a lu le bouquin que j'ai cité là, tout à l'heure de Levinson en 2007 et qui a créé une entreprise qu'il a appelée Docker. Je le souligne parce que c'est un Français et que beaucoup de technologies et de start-up, on retrouve des Français. Moi, en tant que dans mon activité professionnelle, je travaille souvent avec ces gens-là. Je le redis toujours, en France, il y a du génie. Ça embête les Américains parce que quand ils viennent nous présenter leurs produits, ils se rendent compte qu'en France, les responsables locaux en France appellent le siège aux États-Unis. Et ils font des trucs là, c'est pas un territoire vierge, c'est difficile de leur vendre des produits et des services parce que eux, ils essayent de faire des choses aujourd'hui. Donc, cet industriel, cet entrepreneur français qui s'appelle, il est français comme son nom l'indique, Solomon Hykes, a développé cette technologie qui permet de, aujourd'hui, entre les différentes plateformes que vous avez, Google, Facebook, Amazon, qui est une grosse plateforme, ce sont des ports numériques. On retrouve la logique de transport maritime, mais dans le domaine du transfert. Et lui, son produit permet de faire des conteneurs, de faire circuler les données, les datas entre ces différents ports que sont Google, Amazon, Facebook, etc. Ça, c'est pour l'industrie, très rapidement, du transfert. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'assez récent, que je vais survoler parce que le sujet est tellement énorme, mais je ne pouvais pas l'évoquer. Je ne pouvais pas me présenter devant vous et vous dire ce dont tout le monde parle et dont peut-être vous n'avez pas trop entendu parler. Juste lever la main, qui a entendu le terme de blockchain? 3-4 personnes. Oui, c'est normal, mais c'est de la même personne. Donc ce soir, vous pourrez briller en société, déjà, c'est la première chose, parce qu'on va en parler. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose d'énorme parce que, après les industries de transport, que j'ai évoquées bien évidemment très rapidement, de transfert, pour que vous ayez en tête cette distinction, arrive l'industrie de la transaction. La blockchain, c'est la technologie qui est sous le Bitcoin. Là, je pense que si je vous demande de lever la main, tout le monde a entendu parler. Je ne dis pas tout le monde a un portefeuille wallet Bitcoin et fait ses achats en Bitcoin, mais tout le monde en a entendu parler, je crois, cette monnaie électronique. La blockchain, c'est le mécanisme qui est sous la Bitcoin. C'est ce qui permet de fonctionner. Quand vous ouvrez le capot, le moteur, c'est cette technologie qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est, pour faire une métaphore, finalement, c'est un livre de compte. Vous savez, dans la comptabilité, il y a les entrées et les sorties, et vous tenez un livre de compte. C'est ce que fait cette technologie, mais elle le fait d'une manière un peu particulière, parce qu'elle le fait de manière distribuée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune instance centralisée qui gère les transactions. Ce que fait une banque dans les transactions monétaires, si madame vous me donnez de l'argent, voilà, la banque va dire c'est bien sorti de son compte, c'est rentré dans l'autre compte, donc tout va bien. Et je suis l'organisme bancaire, je suis capable de vous certifier. C'est ce qui permet aussi, s'il y a une fraude, d'appeler votre banque et de dire c'est pas moi, on m'a volé ma carte bleue, et donc derrière potentiellement de régulariser votre situation. Ce que la blockchain, et donc avec le côté visible de la blockchain, la monnaie qui est le Bitcoin, permet, c'est de faire des transactions sans avoir d'entités, d'organismes centralisés qui s'assurent que ces transactions, voilà, sont bien faites. Pardon? Au contraire, traçabilité absolue. Parce que tout est transparent. Je peux voir toutes les transactions qui ont eu lieu sur la blockchain. Je ne sais pas qui il y a derrière parce que c'est anonyme et c'est crypté, mais je sais que tel numéro de cryptage a envoyé tel argent vers tel numéro de cryptage et je peux le retracer, il n'y a aucun problème. Depuis la première transaction, ça s'appelle une chaîne parce que c'est la chaîne de toutes les transactions qui sont enregistrées depuis le début de la blockchain. Alors ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, bien évidemment, parce que tous les acteurs banquiers et financiers se sont dit « Ouh, moi je suis un industriel de la transaction, si on peut faire des transactions sans avoir des banques, ça me pose un problème. » Mais très rapidement, les gens se sont intéressés, au-delà du Bitcoin, à cette technologie dessous. Et se sont dit « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la blockchain pour d'autres choses que des transactions monétaires ?» Et on en est là aujourd'hui. Si vous allez aujourd'hui à la Silicon Valley et que vous dites « Vous êtes un ingénieur, je veux faire une solution autour de la blockchain », vous avez tout de suite 2 millions de dollars. Même sans dire ce qu'il y a derrière. C'est le témoignage que j'ai eu la semaine dernière.
Et les Américains, notamment à San Francisco, disent, vous, en Europe, vous voyez le Bitcoin comme quelque chose de monnaie, un nuage, vous ne voyez pas trop ce qu'il y a derrière. À San Francisco, on a l'impression qu'on est dedans. On est en train de le construire. Alors, il y a des éléments de spéculation. Évidemment, quand vous dites, je travaille sur la blockchain et qu'on vous donne 2 millions, c'est forcément spéculatif. Mais derrière toute cette spéculation, il y a quand même des logiques d'investissement aussi. Il n'y a pas que de la spéculation. Un des intérêts de cette blockchain, c'est que il n'y a pas de, comment dirais-je, il y a la transparence, certes, mais il n'y a pas d'asymétrie de l'information. Tous les acteurs voient la même information. Alors, si je vous donne cette illustration de la tour, c'est parce que ça évoque le fait qu'il y en a un à droite qui est le dindon de la farce, il ne voit pas toute la situation, ce que nous on voit, il y a des tricheurs, il est en train de se faire plumer. Donc voilà. Non, ça ne se passe pas comme ça avec la blockchain. Tout le monde voit toutes les transactions. Et donc on n'est plus dans cette logique, il y a un acteur, la banque, qui verrait toutes les transactions, etc. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment la blockchain, comme moteur qui permet de générer des transactions, y compris dans des milieux qui ne sont pas sécurisés, où il y en a qui peuvent essayer de gruger, faire des chèques en bois, etc. Ça existe de tout temps. Ça permet d'assurer la sécurité des transactions. Aujourd'hui, le véritable enjeu, il y a des gens qui se marient sur la blockchain. C'est-à-dire que la transaction, le certificat de mariage, est inscrit dans la chaîne, dans la blockchain, qui par ailleurs sert aux transactions financières. Commencent à apparaître les notions de... Parce que la transaction, c'est une certification. Et je ne vous cacherai pas, vous connaissez ça mieux que moi, la puissance publique, un de ses rôles, c'est de certifier. Les mariages, des pièces d'identité, les notaires des transactions, etc. Moi, je dis souvent, quand je vais voir mon notaire, je lui dis attention, vous allez vous faire ubériser par la blockchain bientôt. Ça a commencé, bien sûr, même si ce n'est pas encore mainstream, comme on dit, mais ça a commencé. Ce qui veut dire que cette technologie transactionnelle, comme ça, qui peut se passer d'instances centrales, qui peuvent être des banques, mais aussi une certaine forme de la puissance publique, va redistribuer profondément les cartes de ce qu'on entend par public. De la même manière que le web en tant que technologie de publication, c'est-à-dire de rendu public, Bernard l'explique mieux que moi, il vous le dira peut-être tout à l'heure, mais toutes les technologies modifient l'espace public et donc la puissance publique. À partir du moment où vous publiez une loi, vous créez un espace public dans l'Antiquité. À partir du moment où l'imprimerie arrive, vous pouvez diffuser les textes, vous modifiez l'espace public. À partir du moment où Internet et le web arrivent, et où Wikileaks peut proposer et publier les câbles de la diplomatie américaine, ça change la donne. Et donc la diplomatie américaine doit travailler différemment. Et c'est ce qui va se passer, bien évidemment, avec la blockchain. Toute l'économie de la transaction peut se faire ubériser, entre guillemets, par des nouveaux acteurs qui vont miser sur ces technologies-là, y compris ceux qui aujourd'hui ubérisent la société. Parce que vous pouvez avoir des technologies, des solutions, Uber peut se faire ubériser par la blockchain. Donc voilà, c'est la situation un peu dans laquelle on est. Ça devient une insulte. Tu vas te faire ubériser. Je dirais ça à mon fils même. Bien évidemment aussi, ces contrats de mariage, etc., peuvent s'inscrire, et c'est là que c'est intéressant, et c'est pour ça que je vous soumets l'idée, dans des logiques territoriales. Parce que vous pouvez dire, moi je suis un territoire, sur mon territoire, ce qu'on appelle les smart contracts, c'est-à-dire les contrats intelligents, entre guillemets, qui peuvent être déclenchés et authentifiés dans cette technologie de la blockchain, peuvent se plier à certaines lois, notamment des lois territoriales. Il est bien évident que les territoires qui, les premiers, vont proposer des règles, ça va attirer des investisseurs et des entrepreneurs qui vont se dire, il y a un territoire qui nous donne un peu le contrepartie pour que nous, on développe des solutions, parce qu'eux, ils développent des règles applicables sur un territoire, et c'est très intéressant, ça, d'avoir des élus, une population sur un territoire qui commence à savoir qu'au-delà des technologies, il faut des habitants, des lois, des règles, et que celles-ci soient disponibles sous certains formats pour que l'alchimie prenne entre ce que décide une puissance publique et ce qu'est capable d'offrir aujourd'hui une technologie. Si des territoires ne proposent pas ces formats-là, ces lois qui peuvent être encapsulées dans des contrats, etc., il est évident que ceux qui développent les technologies vont faire sans, et peut-être en court-circuitant, alors que leur intention, ça aurait été peut-être de travailler en intelligence avec des territoires et des habitants. En guise de take-away, moi je travaille dans l'industrie et dans le secteur privé.
Dans les réunions, les dirigeants auxquels je parle, si je ne leur donne pas un takeaway, ils ne savent pas avec quoi ils repartent. Donc vous repartez avec quoi? On a parlé tout à l'heure de revenus contributifs. Moi qui suis un ingénieur, j'écoute les discussions et je me dis, attendez les gars, à un moment donné, il va falloir l'automatiser, parce que payer des gens et sur tout un territoire de forme revenu contributif, si vous n'avez pas un système qui vous aide, vous allez avoir du mal. L'idée peut être bonne, mais la réalisation va se heurter à de réelles difficultés. La blockchain est une des solutions pour ça. Typiquement, les intermittents du spectacle pourraient, sur cette blockchain, caler et certifier qu'ils ont travaillé, qu'ils ont fait tel spectacle, etc. Les RH commencent à le faire aux États-Unis pour les CV. Il y a des universités aux États-Unis qui délivrent leur diplôme sur la blockchain, parce qu'il y a tellement de pipotage sur les CV, qu'aujourd'hui, c'est la blockchain qui certifiera que telle personne a eu ce diplôme. Et ce sont des Français qui ont créé une université à San Francisco, qui ont été les premiers à la proposer. Je le redis encore. Cocorico. Donc il y a plein de choses qui pourraient être certifiées, des actes que certifie la puissance publique qui pourraient se faire différemment via la blockchain, mais aussi anticiper toute forme de disruption. Ne pas se faire disrupter, mais au contraire, pour rebondir sur ce que disait Bernard en introduction de notre réunion, offrir les conditions de possibilité pour que l'ajustement entre les systèmes sociaux et les systèmes techniques se fasse beaucoup plus rapide. Et là, ce n'est pas 1 mois ou 2 mois que vous gagnez en tant que territoire, c'est 10-20 ans. C'est pour ça que le projet était à 10-20 ans aussi, dont parlait Bernard. Et je n'ai même pas parlé du sujet le plus chaud, et je m'arrêterai là-dessus, qui est tout ce qui est Internet des objets. IoT, Internet of Things, environnement connecté, etc., que vous voyez mécaniquement sur le territoire, qui crache pour le coup des données et beaucoup de données. Et aujourd'hui, tous ceux qui travaillent également sur la blockchain travaillent à voir comment, et il y a des solutions qui sont très opérationnelles qui existent, comment la blockchain peut enregistrer tous les événements de ces objets connectés et certifier que ces événements sont authentiques. C'est un des vrais enjeux, la blockchain, de constituer vraiment, ça va être le backbone, pardonnez-moi de l'anglicisme, mais la colonne vertébrale de toute cette profusion des objets et des objets connectés. Donc voilà, j'ai voulu attirer votre attention sur transport et transfert, la distinction qu'il y a derrière, l'émergence de ces solutions de certification, ce que ne fait pas le web. Le web est incapable de vous certifier quoi que ce soit. À chaque fois que vous avez une certification ou que vous allez sur un site, il y a le HTTPS, c'est-à-dire c'est un site sécurisé, c'est parce que derrière c'est un organisme qui a délivré cette certification. Et puis enfin la transaction, et tout ça pour vous dire que ça a un vrai sens dans des enjeux territoriaux. Merci beaucoup pour votre attention.